À Pittsburgh, aux États-Unis, 3 pompiers perdent la vie lors d'un incendie. Leur décès pousse les enquêteurs à découvrir l'origine de ce sinistre. 2 incendies criminels sont déclenchés à Baltimore. Les enquêteurs tentent d'établir un lien entre les 2 sinistres. Des détectives de Reno, au Nevada, doivent retracer un incendiaire. Restera-t-il des indices dans les décombres du brasier? Le feu attaque soudainement. Il brûle tout ce qu'il trouve sur son passage. Mais grâce à la criminalistique, les enquêteurs en incendie parviennent à reconstituer les événements et à faire surgir la vérité à partir de quelques cendres. Certains incendies sont accidentels, d'autres, malgré les apparences, sont criminels. Les experts doivent faire la différence entre les deux. En 1995, le secteur est de Baltimore fut le théâtre de plusieurs incendies inexpliqués. En juillet, des pompiers furent dépêchés au 1311 Rose Street. L'immeuble s'était complètement effondré. L'incendie avait fait une victime, bien que l'immeuble fût inhabité. Il s'agissait d'un clochard qui s'y était abrité pour la nuit. Son intrusion lui avait coûté la vie. L'incendie de Rose Street n'était pas le premier sinistre de cette importance dans le secteur, mais pas le dernier non plus. Moins d'une semaine plus tard, une explosion détruisit un autre immeuble à quelques pâtés de maison sur Lombard Street. Des briques et des débris furent projetés à 15 mètres de distance. Une voisine fut victime d'un arrêt cardiaque au moment de l'explosion et mourut quelques jours plus tard. La police de Baltimore et le service des incendies contactèrent l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, pour examiner la situation. C'est l'agent James Tenda qui fut chargé de l'enquête. C'était une explosion importante. Il s'agissait de 3 maisons côte à côte sur Lombard Street. Cette maison se trouvait entre les 2 autres. Lorsqu'elle a explosé, tout le pâté de maison s'est écroulé et le feu s'est propagé. S'il y avait eu la moindre personne, elle aurait eu de la difficulté à s'en tirer. Il y avait eu 2 incendies inexpliqués, 2 immeubles réduits à néant en l'espace de quelques jours. Les enquêteurs de l'ATF pensaient qu'il y avait un lien avec d'autres incendies encore plus importants. Depuis quelques années, 13 incendies avaient ravagé d'autres immeubles dans le même secteur. Les dommages s'élevaient à 2 millions de dollars. Les 2 nouveaux incendies avaient coûté la vie à 2 personnes. L'enquête était de plus en plus urgente. Les agents de l'ATF et la police de Baltimore craignaient d'être aux prises avec un pyromane. Leur mission première consistait à déterminer si les incendies avaient été allumés accidentellement ou non et à en relever les ressemblances. L'expert Mark Profili du service de police de Baltimore fut assigné à cette enquête. Les gens se demandent comment nous pouvons découvrir des indices à partir d'un tas de décombres. Nous croyons que le feu ne détruit pas les indices, mais plutôt qu'il en crée. Le feu laisse des traces de son passage. La façon dont la fumée et le feu ont progressé constitue le premier indice à analyser.
Un expert peut découvrir le foyer d'un incendie grâce à l'analyse des marques qu'il aura laissées. Il faut d'abord découvrir le foyer de l'incendie pour déterminer sa cause. L'origine de l'incendie se situe ici. C'est à cet endroit précis que 3 éléments ont été réunis, c'est-à-dire le combustible, la chaleur et l'oxygène. C'est à cet endroit que nous allons chercher des indices sur la nature du combustible qui a été utilisé. Les enquêteurs découvrirent qu'une partie du plancher avait subi davantage de dommages que le reste. Le bois avait été imbibé de combustible liquide. Le rebord du bois brûlé, là où la peinture n'est plus écaillée, est l'endroit où nous recueillons des échantillons. C'est là que l'on a versé le liquide. Si le feu a rejoint les rainures et languettes des planches, cela est un autre signe de la présence de combustible. L'ATF fit appel à un autre expert pour l'enquête de Rose Street. Tipper est une chienne qui a été entraînée à reconnaître l'odeur des traces de combustible. Elles permettent aux enquêteurs de relever les similitudes entre les incendies criminels en leur indiquant où a été versé le combustible liquide. L'odorat du chien est 200 fois plus développé que celui de l'homme. Il lui permet de distinguer de très petites quantités de combustible. Grâce à lui, la cueillette d'échantillons est plus rapide que s'il fallait travailler à l'aveuglette. Lorsque Tipper a trouvé ce qu'elle cherche, elle s'assied et pose le museau sur l'endroit le plus saturé de combustible. Elle montre ainsi aux enquêteurs quels indices recueillir. On prélève alors des échantillons pour les faire analyser. Les combustibles ont la propriété de s'enflammer rapidement, mais ils laissent des traces. Si le bois n'est pas réduit en cendres, il sera imprégné des traces de vapeur du combustible. L'eau des pompes d'incendie a même comme effet d'emprisonner le combustible dans le matériau. Fait étrange, Tipper revenait toujours dans une partie du couloir où l'incendie n'avait pas fait de ravages. On y préleva tout de même des échantillons et on les envoya au laboratoire de l'ATF à Baltimore. L'analyse consistait à percer les boîtes et à y insérer une pipette remplie de charbon activé. S'il y avait présence de combustible, le charbon l'absorberait. On pourrait ensuite identifier le combustible à partir du charbon. Cet examen démontra que l'incendie de Rose Street avait été allumé avec de l'essence. Les échantillons recueillis à divers endroits de la maison démontraient qu'il y avait eu une grande quantité de combustible. Le criminel pensait probablement que plus il en verserait, plus le feu serait grand. Mais ce n'est pas le cas. Il était parvenu à ses fins, mais ce n'était pas un expert en la matière. Il faut que la combinaison d'essence et d'oxygène soit parfaite pour que le feu soit à sa puissance maximale. L'individu avait mis trop d'essence. Peut-être aussi que les fenêtres n'étaient pas ouvertes. De toute façon, il y en avait trop.
L'indice le plus important était la partie du plancher qui n'avait pas brûlé et que le chien avait remarqué. L'ATF y découvrit des traces de combustible, mais il était là depuis un bon moment. Quelqu'un avait déjà tenté d'incendier cet immeuble. L'étrange découverte de Tipper permettrait-elle de mettre les enquêteurs sur la piste d'un réseau d'incendiaires? Grâce à leur expert canin, les enquêteurs découvrirent que le 1311 Rose Street avait déjà été incendié. 2 ans plus tôt, le propriétaire, Robert Milligan, avait touché plusieurs centaines de milliers de dollars des assurances. La police de Baltimore interrogea Milligan, un homme d'affaires et propriétaire de HLM. Milligan déclara que les incendies avaient peut-être été allumés par d'anciens locataires mécontents d'avoir reçu des avis d'expulsion. Pendant ce temps, l'enquête sur l'explosion de Lombard Street révélait qu'il y avait également eu une très grande quantité d'essence. Dans ce cas-ci, on avait vaporisé le combustible à l'aide d'une bonbonne d'insecticide laissée sur la scène du crime. La très grande concentration de combustible sous forme de gaz avait causé la détonation. L'incendiaire semblait avoir voulu améliorer sa technique. L'escouade des incendies criminels de la police de Baltimore interrogea des résidents du quartier dans l'espoir de trouver des suspects. Les anciens locataires de Rose Street déclarèrent qu'ils avaient été évincés peu avant l'incendie. Les détectives consultèrent les dossiers du service des incendies. On avait également utilisé trop d'essence pour incendier un immeuble près de Bradford Street en juin 1995, Garth Street en avril 1995 et Linwood Avenue en octobre 1994. Il y avait eu 13 incendies semblables dans un secteur de 3 km² au cours des 2 dernières années. Tous les incendies avaient un point commun. Quelqu'un avait versé trop d'essence au centre d'une pièce. Nous avons essayé de trouver un lien entre tous ces incendies et nous y sommes parvenus en laboratoire. Nous avons découvert que les incendies avaient tous été allumés de la même façon et qu'on avait utilisé le même combustible chaque fois. Les détectives devraient entreprendre une enquête de grande envergure pour découvrir si on avait allumé ces incendies dans le but de réclamer de l'argent. La police et l'ATF commencèrent par vérifier les antécédents de Robert Milligan, le propriétaire de l'immeuble de Rose Street. On découvrit que ce dernier éprouvait de graves difficultés financières. Ses sociétés et les revenus de ses immeubles locatifs déclinaient. Il avait des dettes de plus de 60 000 $. Les enquêteurs fouillèrent les dossiers de chacune des propriétés de Milligan. Certains de ses associés étaient des criminels notoires. Il fallait ensuite découvrir si ces mêmes hommes étaient eux-mêmes propriétaires d'immeubles incendiés. Les détectives consultèrent les relevés bancaires, les rapports de société, les rapports du service d'incendie, de police et d'assurance. Ils parvinrent finalement à découvrir que Milligan et ses associés avaient tous un lien avec les 13 incendies et qu'ils avaient touché des montants d'assurance. Mais qui allumait ces incendies? On découvrit alors que l'un des associés de Milligan avait été incarcéré pour vol. Des agents se rendirent au centre de détention du Maryland pour l'interroger. En échange d'une peine réduite, l'associé avoua avoir été mêlé à une affaire d'incendie criminel et de fraude d'assurance. Il déclara que l'incendiaire était un autre associé de Milligan du nom de Paul Beber. Selon lui, il s'était même blessé lors de l'explosion de Lombard Street. L'informateur déclara que Beber avait modifié sa technique
et décidé d'utiliser un vaporisateur d'insecticide pour saturer l'immeuble de Lombard Street. Il pensait qu'il gagnerait ainsi du temps, mais il avait sous-estimé la puissance du feu. Il était resté prisonnier des flammes, mais était parvenu à s'échapper grâce à l'aide du frère de Robert Milligan, Gary. Il est parvenu à sortir des décombres en rampant, malgré des brûlures au 2e et au 3e degré. Il a rejoint la ruelle où l'attendait une voiture. C'est Gary Milligan qui l'a ramené chez lui et qui a essayé de le soigner avant de l'emmener à l'hôpital. Tout de suite après avoir obtenu son congé, Baber disparut. Plus tard, la police parvint à retrouver sa trace, à l'appréhender et à l'arrêter. Il a été surpris, vraiment très surpris, de se faire arrêter, de voir sa vie de criminel se terminer ainsi. Il vivait de ses crimes depuis qu'il avait 16 ans. Il en avait 32 lorsqu'il a été accusé pour les incendies et pour toute une série d'autres crimes. Pour lui, tout semblait maintenant terminé. Afin de clore l'enquête, l'ATF devait maintenant démontrer le lien entre Robert Milligan et la série d'incendies. Les agents lui préparèrent un coup monté. Sur cette bande vidéo, on peut le voir discuter de ces incendies avec l'un de ses anciens collègues qui a accepté de collaborer avec la police à condition de conserver l'anonymat. Everything's cool, right? With me? Yeah. I mean, can you find out with Bundy if anybody knows anything about me, if anybody's come to see me? Listen to me carefully. They told Paul that they know that I'm the mastermind behind it all. I did this, and I... Everything's cool, right? C'est tout ce dont l'ATF avait besoin. Les enquêteurs apprirent que Milligan avait engagé des hommes pour évincer ses locataires une semaine avant le sinistre de Rose Street. Après s'être assuré que l'immeuble était vide, Baber y avait mis le feu. Milligan n'avait pas pu prévoir qu'un vagabond s'y réfugierait. Milligan versait également des pots de vin à la police afin de s'assurer que ces hommes ne seraient pas arrêtés. Mais son réseau avait fini par être démantelé. En novembre 1996, Milligan et ses 5 complices furent inculpés de la plus grande opération d'incendie criminel liée à la fraude dans l'histoire du Maryland. En avril 1997, les 6 hommes plaidèrent coupables à des accusations d'incendie criminel, de complot et de possession d'armes. Ils écopèrent de sentences d'emprisonnement allant de 17 à 24 ans. Milligan et ses acolytes espéraient que le feu effacerait leurs pistes. Mais le travail des experts légistes avait permis de relier les 13 incendies et de découvrir l'identité des coupables. Sans le travail des policiers et des analystes, le réseau n'aurait sans doute jamais été démantelé. Certains incendiaires sont moins systématiques, mais leur arrestation n'en est pas moins difficile. Le 18 novembre 1992, on dépêcha les pompiers de Reno, au Nevada, sur le site d'un incendie important. Il s'agissait de l'immeuble de l'Association médicale de la santé mentale. Les pompiers travaillèrent sans relâche pendant plus de 10 heures pour en venir à bout. Le feu avait détruit l'immeuble de 3 étages ainsi que tout l'équipement médical coûteux qui s'y trouvait. L'intensité des flammes était suspecte. L'expert légiste William Stevenson fut chargé de photographier et d'analyser les décombres. Voici une des premières photos qui a été prise sur la scène du crime. C'est une photographie aérienne de l'immeuble.
Le secteur à l'ouest de cette véranda, vers la résidence elle-même, a été identifié comme étant le foyer présumé de l'incendie. Après que les pompiers aient éteint le feu et qu'on se fut assuré qu'il n'y avait plus aucun danger, l'inspecteur aux incendies Bill Burney explora l'immeuble. On semblait avoir utilisé un combustible. J'ai trouvé très étrange qu'il y ait tant d'eau sur la véranda et qu'on puisse malgré tout voir les flammes s'élever au-dessus de cette eau. Un incendie normal atteint une température d'environ 400 degrés centigrades. Mais à en juger par les dommages et les marques laissées par le feu, la température dans l'entrée avait dépassé les 700 degrés. Un feu causé par des fils électriques ou la combustion de chiffons imbibés d'huile n'aurait jamais pu causer de tels dommages. Il était évident qu'on avait utilisé un combustible. Il y avait des coulées de combustible et des endroits où la peinture était tout écaillée. Cela indiquait qu'il y avait eu une chaleur intense pendant un court laps de temps. Burney et Stevenson commencèrent à chercher des indices sur l'identité de l'incendiaire. Malgré une analyse soignée de la scène, Stevenson ne découvrit aucun indice important. L'incendie avait été si fort que les pompiers n'étaient pas parvenus à entrer dans l'immeuble. On leur avait donné l'ordre de l'arroser de l'extérieur. Après 10 heures de travail et plusieurs milliers de litres d'eau, le combustible avait été comme lavé. Les enquêteurs concentrèrent leur attention sur la porte d'entrée. Elle semblait avoir été le foyer de l'incendie. Le carreau d'une fenêtre latérale était cassé. Burney soupçonnait que c'était par cette ouverture que l'incendiaire avait versé le combustible. J'ai constaté que l'incendie avait été allumé par quelqu'un qui avait utilisé un combustible liquide. Il a utilisé entre 10 à 25 litres d'essence. Il a cassé la vitre et a versé le liquide par le trou. Il s'est d'ailleurs peut-être coupé le dessus ou une partie de la main à ce moment-là. Si Burney ne s'était pas trompé, le suspect avait une blessure à la main. L'incendiaire avait-il laissé du sang sur la scène du crime? Cela semblait improbable. Même si sa blessure avait été importante, l'eau et la suie auraient effacé toute trace de sang. Pendant que les experts fouillaient l'immeuble à la recherche d'indices, un événement qui se produisit à l'autre bout de la ville allait faire débloquer leur enquête. Les deux experts, Burney et Stevenson, étaient déçus de ne pas trouver plus d'indices sur le site de l'incendie à Reno. Mais alors qu'ils terminaient leur examen des lieux, ils apprirent qu'une fusillade avait eu lieu à une clinique pour handicapés mentaux de l'autre côté de la ville. Certains médecins de la clinique avaient un bureau dans l'immeuble incendié. Les enquêteurs interrogèrent le personnel médical et concentrèrent leurs efforts sur un suspect du nom de James Thomas Manasses, un chauffeur de taxi de 57 ans qui vivait à 5 pâtés de maison de l'immeuble incendié. Sa femme avait été internée à la clinique pour handicapés mentaux. Après 2 années, son état ne s'était pas amélioré. Manasses, frustré par cette situation, avait développé une rancune contre les médecins qu'il tenait responsables du dépérissement de sa femme. Il avait exigé que sa femme ait son congé, mais les médecins avaient refusé. Manasses n'avait alors cessé de menacer les médecins pendant les 2 ans qui précédèrent l'incendie.
Selon l'un des psychiatres de l'établissement, il avait même proféré des menaces de mort et déclaré qu'il mettrait le feu à l'immeuble. Le 18 novembre, 5 heures après l'incendie des bureaux de l'Association médicale de la santé mentale, quelqu'un avait tiré 2 coups de feu dans une des fenêtres de la clinique et blessé 2 médecins. L'homme avait pris la fuite sans être vu par quiconque. La police décida de concentrer ses efforts sur James Manasses. Des agents se rendirent chez lui et découvrirent qu'il avait abondamment saigné. Ses 2 mains étaient couvertes de lacérations. Il fut emmené au commissariat pour y être interrogé. Manasses déclara qu'il avait été victime d'une agression la veille, au cours de laquelle il avait été blessé. Nous nous sommes rendus sur les lieux afin de vérifier s'il avait bel et bien été attaqué à l'endroit qu'il avait mentionné. Et nous avons cherché des éléments relatifs à cette attaque. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous n'avons retrouvé aucune trace de sang. Les enquêteurs retournèrent chez lui, cette fois munis d'un mandat de perquisition. Il y avait une coulée de sang sur la porte de la voiture et plusieurs taches de sang à l'intérieur du véhicule. Dans la maison, ils constatèrent que Manasses n'avait pas nettoyé tout le sang qu'il avait perdu. Dans la cuisine, il y avait un seau qui contenait du sang. Dans la chambre à coucher, ils découvrirent des pantalons et une serviette tachée de sang. En fait, les détectives de la police de Reno étaient convaincus que ces lacérations avaient été causées par la vitre qu'il avait brisée lors de l'incendie de l'immeuble. La seule façon de prouver sa culpabilité serait par le biais du sang de ses blessures, à condition d'en retrouver des traces sur les lieux de l'incendie. Stevenson est un habitué d'une technique de laboratoire qui consiste à fixer une empreinte de sang en la cuisant. Était-il possible qu'une seule goutte de sang ait été préservée à cause de l'intense chaleur et qu'elle ait échappé au jet d'eau et à la suie? Les chances étaient minces, mais il n'y avait pas d'autre alternative. S'il y avait eu du sang, la chaleur aurait eu pour effet de le fixer dans le béton. Il y avait 15 cm d'épaisseur de débris dans l'entrée. Les experts les ôtèrent, puis lavèrent la véranda avec un soin méticuleux. Alors qu'ils faisaient ce travail, ils aperçurent des petites gouttes brunes qui ressemblaient à du sang. Ils en relevèrent l'emplacement. Il y avait des gouttelettes près de la fenêtre et dans l'escalier. Ne sachant pas exactement quelle quantité serait nécessaire pour les analyses, ils en recueillirent le plus possible. La cueillette d'échantillons fut difficile. En général, le sang est recueilli à l'aide d'un coton-tige humide, mais ces gouttelettes étaient cuites. L'équipe dut utiliser un scalpel pour les gratter. La seule façon de faire inculper le criminel était de prouver son identité grâce à ces quelques fragments de sang séché. Les échantillons de sang recueillis devant l'entrée de l'immeuble de l'Association médicale de la santé mentale furent envoyés au laboratoire judiciaire du comté de Washoe pour analyse. Le département de sérologie effectua un examen préliminaire pour confirmer que le sang était bien humain. Les échantillons furent ensuite envoyés à l'analyste René Romero afin qu'elle tente d'en extraire le code génétique. Nous ne nous attendions pas à obtenir des résultats.
Les taches en elles-mêmes semblaient provenir d'un barbecue. De plus, une chaleur aussi intense peut détruire l'ADN. La chaleur avait été destructrice. Mais malgré des températures supérieures à 700 degrés, Romero parvint à extraire l'ADN de 3 des 11 échantillons. L'analyse suivante consistait à soumettre l'ADN à une source de radioactivité. On fait appel à ce type d'analyse lorsque l'échantillon est de piètre qualité ou encore qu'il est trop petit. Trois mois plus tard, on obtint enfin les résultats. Le procédé ne fonctionna que sur un des 3 échantillons. Les résultats furent ensuite comparés à l'ADN du sang de James Manasses. Les probabilités que ce code génétique soit similaire à un autre étaient de 1 sur 500 000. La population de Reno ne comptait que 80 000 habitants. Bien que microscopique, la preuve était solide. Elle avait résisté au brasier et avait fait en sorte que James Manasses puisse être condamné pour ses actes. James Manasses fut condamné à 76 ans de prison pour l'incendie de l'immeuble et la fusillade de la clinique. Un seul bidon d'essence et une allumette avaient entraîné des pertes de 4,5 millions de dollars. Heureusement, l'incendie allumé par Manasses n'avait pas fait de victimes, ce qui n'est hélas pas toujours le cas. Peu après minuit, le 14 février 1985, le service des incendies de Pittsburgh dépêcha des pompiers au 8361 Bryceland Street. Le capitaine Thomas Brooks et les pompiers Patricia Conroy et Mark Colenda entrèrent dans la résidence et empruntèrent l'escalier qui menait à la cave. L'escalier s'écroula et ils restèrent prisonniers. La chaleur intense et la fumée les empêchèrent de trouver une issue. Leurs boyaux étaient à moitié brûlés et leur radio ne fonctionnait plus. Bientôt, il n'y eut plus d'oxygène dans leurs bonbonnes. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que l'on parvint à éteindre l'incendie et que l'on retrouva les 3 pompiers. Il était trop tard. Brooks, Conroy et Colenda étaient morts. Quant aux occupants de la maison, la famille Buckner, ils avaient eu la vie sauve. Le service des incendies de Pittsburgh fit appel à l'ATF afin qu'une enquête soit ouverte. Les agents spéciaux Dan Bay et son partenaire Bill Petretis furent assignés à cette affaire. Pour l'ATF, dès qu'un pompier perd la vie, comme dans le cas présent, l'enquête devient prioritaire. Tout de suite après le sinistre, en fait, dès le début de l'enquête, ils ont requis nos services et nous ont demandé de déterminer la cause du feu. Les agents essayèrent d'abord de déterminer pourquoi les pompiers étaient morts. La maison, qui est typique de la région de Pittsburgh, semblait avoir 2 étages, mais en avait en fait 4. Elle était construite à flanc de colline. L'architecture avait contribué à désorienter les 3 victimes, qui n'avaient d'ailleurs pas repéré les sorties en cas de problème. Ils n'ont pas réalisé que cette porte-ci s'ouvrait. Ils croyaient que c'était un placard. Donc, ils n'ont pas tenu compte de cette issue.
et celle qu'ils avaient empruntée pour entrer n'était plus praticable à cause de l'effondrement de l'escalier. Aveuglés par la fumée, les pompiers avançaient à tâtons à la recherche d'une porte ou d'une fenêtre. N'ayant pas trouvé d'issue, ils avaient fini par croire qu'ils étaient pris au piège. Ils ignoraient que la pièce avait plusieurs fenêtres qui avaient été isolées contre le froid et qui étaient recouvertes d'une épaisse plaque de plexiglas. L'incendie était trop violent pour que d'autres pompiers puissent les secourir et il n'y avait aucune façon d'entrer en contact avec eux. On ne parvint malheureusement pas à les sauver. Les experts devaient maintenant découvrir l'origine de l'incendie. Les analystes de l'ATF fouillèrent les décombres de la résidence. L'incendie avait fait rage dans la cave, puis, après avoir détruit toutes les matières combustibles, il était monté au grenier entre les murs. Le feu n'avait pas été causé par un problème électrique. Aucun fil ne semblait usé, les électroménagers, le chauffe-eau et la fournaise n'étaient pas endommagés. Par contre, il y avait un tas de vêtements calcinés au milieu du sol inondé. Les experts examinèrent alors le plafond. Au-dessus de la pile de vêtements se trouvait une marque de brûlure étrange qui éveilla les soupçons de l'enquêteur Bill Petretis. Il y avait un rond d'environ 4 mètres sur les solives. C'était assez inhabituel. C'est ce qui nous a indiqué que le foyer d'origine de l'incendie se trouvait dans cette cave. Afin de comprendre la progression du feu, l'équipe de l'ATF se référa à une série de formules mathématiques. Grâce à de savants calculs en matière de combustion de textiles, Petretis put déterminer qu'une pile de vêtements comme celle-ci devait produire au maximum 176 kW d'énergie. Une combustion de cette amplitude signifiait que les flammes ne pouvaient pas dépasser 75 cm de haut. Il était impossible qu'elles aient pu atteindre le plafond et encore moins laisser cette marque. Quand nous analysons une scène d'incendie, nous tentons d'expliquer les marques laissées par le feu. Ensuite, on se demande si le combustible que nous avons trouvé sur les lieux est assez puissant pour laisser les marques que nous avons observées. Même si la pile de vêtements avait rejoint le plafond, les flammes n'auraient pas été assez importantes pour enflammer les solives. Quelqu'un avait peut-être ajouté un combustible. Les calculs indiquent 1300 kW. Si l'on ajoutait quelques litres d'essence au calcul initial, la flamme s'élevait maintenant à une hauteur de 4 mètres. Ce résultat correspondait aux marques de feu sur le plafond et les solives. Il était impossible qu'un simple tas de vêtements produise un feu assez puissant pour enflammer le plafond, à moins qu'on y ait versé un accélérant. Petretis avait identifié le foyer d'origine de l'incendie et il soupçonnait qu'on avait utilisé un combustible pour l'allumer. Maintenant venait la délicate tâche de recueillir les éléments de preuve. Les vêtements calcinés traînaient dans l'eau depuis des heures. Le sol de la cave était fait de béton. Comme cette surface est ininflammable, cela signifiait qu'il serait impossible de discerner des traces de combustible. Peut-être découvrirait-on de nouveaux indices au laboratoire. On demanda aux experts du laboratoire de Rockville, au Maryland, de procéder à l'analyse d'échantillons de vêtements
de bois et de fragments de ciment provenant de la maison incendiée de Pittsburgh. Le chimiste William Kennard examina les débris à la recherche de traces de combustible. Les pompiers qui nous envoient les échantillons nous demandent d'y chercher des traces de combustible. Pour ce faire, nous utilisons une méthode à base de charbon. L'analyse consiste à insérer une languette de charbon dans un contenant étanche. Le charbon est retenu par un aimant. On chauffe le contenant à environ 38 degrés centigrades. Si l'échantillon contient des molécules d'hydrocarbures, c'est-à-dire la composante principale d'un combustible, le charbon l'absorbera. On dissout ensuite le charbon dans une solution de bisulfure de carbone, puis on injecte le tout dans un chromatographe. L'instrument affichera le profil chimique de la substance. Kennard comparera ensuite les pics du graphique à ceux produits par de l'essence. Si les deux graphiques sont identiques, cela confirmera la présence de combustible dans l'échantillon. Kennard découvrit des traces d'essence dans 6 des échantillons de Bryce Lynn Street. Son analyse confirmait l'hypothèse d'un incendie criminel. On avait bien versé du combustible sur la pile de vêtements, puis on y avait mis le feu. Il fallait maintenant déterminer qui avait commis cet acte et pourquoi. L'ATF procéda à l'interrogatoire du propriétaire de la maison, mais ce dernier ne semblait avoir aucun motif pour agir de la sorte. On crut ensuite qu'il s'agissait peut-être d'une guerre de gang, mais aucun indice n'allait en ce sens. L'ATF contacta alors Ronald et Darlene Buckner, les locataires de la maison. L'ATF poursuivait son enquête lorsque les agents apprirent que les Buckner projetaient d'acheter une maison. Pendant l'été 1984, Ronald et Darlene étaient allés visiter des propriétés avec plusieurs agents d'immeubles. Au mois d'octobre de la même année, ils avaient demandé des informations à maintes reprises au sujet d'une hypothèque, mais les banques la leur refusaient parce qu'ils ne pouvaient pas fournir de mise de fonds. En novembre, après 5 ans sans assurance, les Buckner décidèrent tout à coup de souscrire à une police d'assurance locataire sur la maison de Bryce Lynn Street. 3 mois plus tard, la maison était la proie des flammes. La compagnie d'assurance leur versa la somme de $20 000. Ce que la compagnie d'assurance n'avait pas remarqué, c'est qu'au lendemain de l'incendie, les Buckner repartaient à la chasse d'une propriété avec un enthousiasme renouvelé. Dès qu'ils reçurent leur chèque, ils déposèrent la somme comme mise de fonds sur une maison qu'ils avaient repérée l'année précédente. Les Buckner avaient donc un mobile. Les enquêteurs soupçonnaient de plus en plus Darlene Buckner et son fils, Gregory Brown. Darlene avait déclaré que le soir de l'incendie, Gregory et elle étaient allés faire des emplettes. Lorsqu'ils étaient revenus, la maison était la proie des flammes. Mais certains voisins avaient remarqué que Gregory Brown était debout devant la maison et qu'il regardait l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Un autre voisin avait aperçu Darlene seule dans sa voiture près du supermarché. Peu après l'incendie, Gregory avait été arrêté pour une affaire de drogue. Il avait purgé une peine de 90 jours d'emprisonnement. Les agents de l'ATF interrogèrent ses compagnons de cellule. Ces derniers déclarèrent que Gregory s'était vanté d'avoir allumé un incendie qui avait coûté la vie à 3 pompiers et permis à sa famille de s'acheter une nouvelle maison. L'ATF porta des accusations contre Gregory Brown et Darlene Buckner.
Toutes les analyses scientifiques démontraient qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Les incendiaires jouent avec une force qui est bien au-dessus de leur contrôle. Le fait de jeter une allumette sur un tas de vêtements imbibés d'essence avait entraîné une série d'événements qui coûteraient la vie à 3 personnes. Le jury déclara Gregory Brown coupable de meurtre au second degré, d'incendie criminel et de fraude. Il fut condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Quant à Darlene Buckner, elle fut jugée coupable de fraude d'assurance, mais fut acquittée des autres accusations. Elle fut condamnée à 3 ans de prison et à payer une amende de $5 000. Sous les décombres d'un incendie se trouve souvent la clé qui mènera les experts au coupable. Grâce à leur arsenal d'ordinateurs, d'analyses chimiques et leurs chiens, les experts légistes parviennent aujourd'hui à reconstituer les incendies criminels pour retracer leurs auteurs. Le feu n'aura bientôt plus de secret pour ces alchimistes des temps modernes.